C'est une rivalité que l'on connaît peu, celle entre l'Italie et l'Espagne dans le domaine de l'huile d'olive. Pourtant, elle remonte à l'époque de la Rome antique. Les nouvelles technologies, l'acquisition de grandes marques, les investissements dans le marketing sont autant de moyens employés par les producteurs des deux pays pour conquérir le monde avec l'or liquide. Quand Rome domine le monde occidental, elle répand son savoir-faire agricole jusqu'aux confins de son empire et transforme une exploitation artisanale de l'olive en une activité hautement lucrative. La province à l'extrémité occidentale, que les Romains ont baptisée Hispania, avec pour capitale Cordoue, est rapidement devenue la plus productive de la Méditerranée. Hispania est au travail, Rome et ses négociants en tirent profit. De cette disparité est né il y a plus de 2000 ans un antagonisme entre les deux pays qui perdure et a pris des allures de duel économique à l'échelle planétaire. L'Italie et l'Espagne sont aujourd'hui les deux plus grands producteurs d'huile d'olive au monde. À eux deux, ils contrôlent plus des 2/3 de la consommation mondiale. 4 protagonistes de haut vol, 2 Italiens et 2 Espagnols, 2 hommes d'affaires et 2 artisans, vont incarner pour nous cette rivalité de toujours, chacun cherchant à être le meilleur dans son domaine. Nous savons très bien que le produit italien est de meilleure qualité que ceux du reste du bassin méditerranéen, qui sont également de bonne qualité. Mais le produit italien, c'est vraiment autre chose. L'huile espagnole est une huile d'excellente qualité. Il n'y a aucune huile qui ne soit de meilleure qualité. Ces deux gestionnaires représentent le secteur industriel, mais il y a aussi le domaine artisanal, non moins compétitif. L'huile espagnole est d'une qualité exceptionnelle. C'est l'une des meilleures huiles au monde, pour ne pas dire la meilleure. Et moi je pense que c'est la meilleure du monde. Sans aucun doute. Les Espagnols aussi font une bonne huile d'olive. De l'excellente même. Mais elle n'est pas italienne. On ne peut emprunter la route des oliviers sans évoquer ce duel de géants. La production espagnole dépasse aujourd'hui celle de l'Italie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Italiens ne sont pas très contents de ce changement dans la balance des pouvoirs. Il y a un phénomène que j'aimerais souligner. En Italie, à la fin des années 80 et tout au long des années 90, pendant que notre groupe développait le private label, on assistait en quelque sorte à l'expatriation des marques traditionnelles de la péninsule. Je ne dis pas qu'elles fuyaient à l'étranger, mais il s'agissait d'acquisition, surtout de la part des Espagnols. Sur certains marchés, c'était beaucoup plus compliqué de lancer une marque espagnole et d'atteindre un certain nombre de consommateurs que ça ne l'aurait été avec une marque italienne. Finalement, nous avons eu l'opportunité d'acquérir ces marques italiennes et nous avons aujourd'hui un portefeuille de produits et de marques formidables. Les Espagnols ont absolument voulu acquérir, s'emparer des marques italiennes, justement pour pouvoir surmonter leurs difficultés à pénétrer les marchés. Je peux en témoigner, puisque dans tous les marchés que nous faisons dans le monde entier, quand nous proposons le produit italien, en général dans l'alimentation et particulièrement pour l'huile, je vois toujours mon interlocuteur esquisser un sourire. Ah, l'huile italienne! À 60 km de la côte napolitaine se niche la petite ville italienne de Montesarchio. Ici, dans les collines fertiles, s'est installé le plus grand producteur national d'huile d'olive. Biagio Mataluni Jr. préside aux destinées d'un groupe fondé par son grand-père. Aujourd'hui, seul son concurrent direct espagnol vend plus d'huile dans le monde que lui. Au-dessus du bureau du président, le portrait du grand-père et fondateur de cet empire oléicole, un émigré revenu déçu des États-Unis. Il installa en 1934
le premier moulin fonctionnant à l'électricité. L'entreprise représente aujourd'hui la deuxième plus importante société d'huile d'olive dans le monde. La matière première provient bien évidemment de la région, mais c'est dans les supermarchés et centres commerciaux du monde entier que s'écoulent ces produits. Cette très forte croissance est liée au concept du private label que son frère a rapporté des États-Unis. Il consiste à vendre la production en utilisant la marque du distributeur et non celle du fabricant. Cette révolution a fait faire un bond énorme au développement de l'entreprise, tant en Europe qu'en Asie. Le Japon a été notre toute dernière conquête. Il y a 3 ans, nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de cette multinationale japonaise, qui s'appelle Nippon. Le Japon est un marché très convoité, à la fois par les Italiens et par les Espagnols. Avec 30 000 tonnes d'huile d'olive par an, le Japon est le premier importateur de toute l'Asie et le 3e sur le plan mondial, derrière les États-Unis et le Brésil. En Espagne, un autre empire de l'huile d'olive, grand rival des Italiens, le groupe Carbonell. Nous sommes ici dans sa principale unité de production située à Alcolea, à quelques kilomètres de Cordoue, où se fabrique sa fameuse enseigne. Notre marque est l'icône de l'huile d'olive espagnole, l'une des plus grandes du bassin méditerranéen. Chaque année, le leader espagnol met sur le marché 120 millions de litres d'huile d'olive depuis son usine de Cordoue. Alberto Gallardo est le directeur du marketing du groupe Carbonell. Il a pour ambition d'imposer l'huile d'olive d'Andalousie sur le marché international. Gallardo vit à Tolède avec sa femme et ses enfants, mais il n'arrête pas de voyager. On trouve son huile dans presque toutes les cuisines espagnoles. Sa société est cotée en bourse et implantée sur les 5 continents. Mais il ne s'en satisfait pas. Il veut conquérir tous les marchés de la planète. La vocation de notre entreprise est d'être la meilleure. Elle l'était et elle l'est. Nous avons réussi et nous pouvons être fiers de cet objectif, d'être leaders mondiaux en matière d'huile. Notre part sur le marché mondial est autour de 20%. Depuis 2011, à la suite d'une restructuration, la compagnie fait partie du plus gros groupe agroalimentaire espagnol. Cela fait bien longtemps que l'entreprise n'est plus familiale. Elle a défrayé la chronique il y a quelques années en faisant une offre publique d'achat sur 3 marques italiennes des plus réputées, Bertolli, Carapelli et Dante. Le monde change et le monde de l'huile d'olive et l'image qu'on en a sont en train de changer. La consommation ne cesse de croître. Elle atteint des seuils surprenants sur certains marchés. Donc, nous devons agir, être plus dynamiques, être plus compétitifs. Cordoue s'étend sur les rives du Guadalquivir. Long de 657 km, c'est pratiquement le seul fleuve navigable d'Espagne. Le sud du pays était connu à l'époque romaine sous le nom de Bética. Les amphores voyageaient par bateau de Cordoue et de Séville. Les quartiers portuaires de ces 2 villes étaient bouillonnants d'activité. Le vin, la pâte à poisson et l'huile d'olive étaient entreposés dans de larges jarres en terre cuite, fabriquées à partir de la glaise des rives du fleuve. C'est ici que partait pour Rome l'huile d'olive, un apport indispensable en protéines et à l'origine combustible pour la lumière.
José Remesal, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Barcelone, s'est spécialisé dans l'étude économique et sociale de la Rome antique. Rome avait 1 million d'habitants. La consommation normale mensuelle par personne est d'environ 1 litre. Pour 1 million de personnes, cela fait au moins 12 millions de litres par an. Si à cela nous ajoutons l'huile nécessaire pour d'autres usages, comme l'alimentation, le bain, les graisses en général, il faut supposer qu'on arrivait à 20 millions de litres à l'année. L'huile, une fois déchargée, était conservée à proximité des quais, dans des entrepôts, et les amphores étaient abandonnés sur un terrain vague. Aujourd'hui, quand on se promène dans la ville éternelle à la découverte du Monte Testaccio, le mont des Tessons, connu pendant longtemps comme la 8e colline de la capitale, on réalise que ce monticule n'est qu'une accumulation de débris d'amphores en terre cuite. D'une circonférence de près d'1 kilomètre, la butte était considérée comme un phénomène naturel jusqu'au 19e siècle, quand Heinrich Dressel, un étudiant allemand, découvrit des tessons de poterie gravés d'inscriptions. Sur chaque amphore était écrit son poids, son contenu et son origine. Ce fut une découverte essentielle pour comprendre le poids économique de l'huile d'olive dans l'Empire romain. C'est quelque chose d'artificiel, uniquement et exclusivement constitué des restes d'amphores qui contenaient de l'huile d'olive. Elles arrivaient du sud de l'Espagne, de la province romaine de la Bética, jusqu'à Rome. Il reste encore un peu plus de 25 millions d'amphores. Aujourd'hui, l'embouteillage et le transport de l'huile d'olive ont beaucoup changé par rapport à l'époque romaine. Les bouteilles contenant le précieux liquide sont expédiées aux 4 coins du monde et peuvent subir de grandes variations de température. Ainsi, les ingénieurs ont dû trouver des solutions, inventer de nouveaux matériaux pour s'assurer de protéger l'huile tout au long de son voyage. Le travail à la chaîne, l'automatisation ont atteint un niveau élevé. C'est un univers impressionnant. Après la pause, les producteurs d'huile d'olive bio entretiennent la rivalité Italie-Espagne. Soulager la constipation en mangeant mieux, en buvant beaucoup d'eau et en faisant de l'exercice, mais n'obtenez toujours pas le soulagement désiré? Essayez Dulcolax, la marque de laxatif en vente libre la plus vendue au monde. Dulcolax agit en stimulant le mouvement musculaire de votre côlon. Prenez Dulcolax au coucher, vous serez soulagé le lendemain matin. Dulcolax est le nouveau Dulcolax pour femmes dans la boîte rose. Soulagement. Que ce soit leur rêve olympique, leur souffrance ou leur victoire, c'est comme si c'était les nôtres. En février, on fera tous partie de la même famille. Et on sera là pour leur apporter notre appui. À nous de jouer. Les Jeux de Sochi 2014, du 6 au 23 février, à Radio-Canada. Merci au CIMAC pour vos 20 ans de succès. Jean-Charles Laliberté de l'IEL. Merci au CIMAC pour leurs 20 années de succès. Mario Jean, GA Femme Technologie. Merci pour vos 20 ans de complicité avec le CIMAC. Kevin Blaney d'Alco-Canada. Merci au CIMAC pour ses 20 ans de collaboration. Une invitation de Financement Agricole Canada et du CIMAC du 30 janvier au 1er février. 85 000 propriétés, une seule adresse. Centris.ca. Est-ce que vous avez... Lutte de pouvoir. Moi, je vais tarder de la compagnie. Rien que ça. Rien que ça. Des conflits familiaux. L'Auberge du Chien Noir, lundi, 20h. Ici Radio-Canada, télé. Des extraits qui dansent. Des extraits, ici Radio-Canada, télé. La Toscane, ses collines, ses maisons de charme, ses cyprès majestueux, et bien sûr, ses oliveraies. Une réputation qui n'est plus à faire. Avant tout célèbre pour ses photographies, notamment les fameuses campagnes pour Benetton,
ainsi que pour ses prises de position polémiques sur toutes sortes de sujets. Oliviero Toscani est notre hôte. Il y a tellement d'huiles d'olive qui ont été créées pour chercher un consensus. J'ai vu de grandes marques italiennes devenir espagnoles uniquement pour ça. Mais après, l'huile n'était plus ce qu'elle était. Il vit dans sa ferme à une 50aine de kilomètres au sud de Pise, où il produit avec amour son huile d'olive. Toscani est tout autant passionné quand il parle de ses vignobles ou de son haras. Sa ferme est organisée selon les principes bio et il utilise le fumier de ses chevaux comme engrais pour les oliviers. Personne n'a le droit de parler des oliviers comme je le fais. Oliviero Toscani. C'est comme si quelqu'un s'appelait Vino Vignoble en France. Monsieur Vino Vignoble. Alors, Oliviero Toscani, c'est le nom de l'huile. L'huile Oliviero. Les olives. Il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a que le fumier des chevaux. Pour son huile, comme pour tout ce qu'il entreprend, Toscani aspire à l'exceptionnel. Il fut ainsi le premier, en 1980, à faire venir d'Amérique des Appaloosa et des Quarter Horse, deux races qui lui offrent désormais les meilleurs pédigris. Les chevaux se promènent à leur guise dans son oliveraie. Les deux univers cohabitent en parfaite harmonie. C'est notre engrais, de l'engrais naturel. Donc mes chevaux m'aident à avoir la meilleure huile du monde. Chaque producteur dit que son huile est la meilleure au monde. C'est comme les mères. Leur enfant est toujours le plus beau, même s'il est laid. Elle est très belle, mon huile. Ces images d'une Toscane millénaire avec ses vignobles, ses oliveraies, ses maisons en pierre de taille et sa riche architecture religieuse nous rappellent qu'aux côtés des producteurs industriels existe le secteur bio du haut de gamme. Ce marché de niche nécessite une stratégie bien différente. Présentation, prix et effet de style sont ici les maîtres mots. Toscani et les autres agriculteurs bio font appel aux concours de publicitaires et designers pour vendre l'huile comme un véritable produit de luxe. Au sud de Cordoue et de Séville se trouve la cité de Ronda. La légende veut que le roi d'Espagne ait séjourné dans l'un des domaines de la région, la Finca Amarilla. Une communauté de nonnes y produisait de l'huile d'olive il y a plus de 200 ans. La famille de Pedro Gómez de Baeza, un grand banquier, a acheté la propriété dans les années 1990. Depuis, la production a été convertie en oléiculture artisanale et les huiles sont proposées sous une marque mettant en avant précisément leur côté bio. Chaque fois que j'allais dans un magasin pour acheter de l'huile et que le prix dépassait $10, c'était de l'huile italienne. Et toutes celles qui étaient en dessous de 3 ou 4 dollars étaient espagnoles ou d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Italie a réussi à se positionner sur des prix très élevés, avec des huiles qui, dans certains cas, étaient bonnes, mais dans d'autres non. Tandis qu'on n'acceptait pas que l'Espagne fasse de même, c'était en quelque sorte un domaine réservé à l'Italie. Et notre combat, c'est de démontrer qu'il y a des huiles espagnoles qui sont bien meilleures que les italiennes, et peu à peu, nous y arrivons. L'oléiculture biologique représente moins de 5% de la production nationale. Mais ici, dans ce coin de l'Andalousie, le pourcentage atteint 20%. Gómez de Baeza, dont l'ambition est de vendre son huile dans le monde entier, s'appuie sur cette donnée et travaille avec une coopérative qui réunit une quarantaine d'oléiculteurs bio. Son concept,
qualité bio, prix élevé et emballage soigné. Il a remporté de nombreux prix et commence à se faire une place parmi les grands. Le siège de sa banque se trouve à Madrid. Ici, à travers son réseau et grâce à son expertise, il peut aisément apprécier les tendances et les besoins du marché et promouvoir à l'international sa gamme d'huiles biologiques. Le président d'une grande marque automobile disait que faire de bonnes voitures, c'est très difficile et que les vendre, c'est impossible. Et je suis totalement d'accord avec lui. Faire un bon produit, c'est difficile, mais le vendre, c'est encore plus difficile, voire impossible. Le marketing peut beaucoup aider. Moi-même qui suis pro en marketing, j'ai beaucoup de difficultés à vendre mon huile parce qu'il y a la concurrence des huiles qui ne sont pas italiennes et qui sont vendues au supermarché à 2 € la bouteille. Alors comment peut-on faire concurrence à ça quand les gens n'ont pas encore compris la diversité de la qualité des huiles? Les quantités impressionnantes mises en bouteille ici nous rappellent que, comme le thé, le café ou le vin, l'huile d'olive se décline désormais à l'échelle planétaire. Les perspectives de croissance attirent de nouveaux et lointains entrants. L'État de la Californie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud ou encore l'Argentine prennent position. Et à l'est de la Méditerranée, berceau de l'olive, la Turquie a donné l'assaut en investissant des milliards de dollars dans ce domaine. À l'heure où la course à la production de l'huile d'olive s'étend à la planète, la guerre entre l'Espagne et l'Italie est en train d'être dépassée. Le duel des géants ne gardera sa superbe que dans les livres d'histoire.